Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous commençons par le sommaire. Sa Majesté le roi Mohammed VI met l'accent sur l'importance de la formation des jeunes en Afrique pour fructifier le potentiel du continent. C'est le message adressé par le souverain aux participants à la 5e édition du Forum Crans-Montana qui s'est ouvert à Dakhla ce matin. Mobilisation massive en Algérie contre le régime en place pour la 4e semaine consécutive. Les décisions prises par Abdelaziz Bouteflika en début de semaine n'ont pas apaisé la colère des Algériens qui ont massivement investi les rues de plusieurs villes. Les albums photos, un remède contre la mélancolie, c'est ce que montre une étude scientifique. Nous allons vérifier dans cette édition si effectivement les souvenirs joyeux aident à combattre la neurasthénie. Ouverture hier soir à Meknès de la 8e édition du Festival de la fiction télévisuelle avec un hommage à Aziz Mahoub. 18 films sont sélectionnés pour la compétition officielle. La formation des jeunes en Afrique est le moyen le plus efficace pour valoriser le potentiel économique du continent. Voici la substance du message royal destiné aux participants au forum Crans-Montana de Dakhla. Un message en écho au thème de cette 5e édition consacrée à la jeunesse africaine. Sa Majesté le roi a affirmé sa volonté d'œuvrer avec les pays du continent et ses partenaires pour faire de l'Afrique une terre d'avenir, précisant que tel est l'esprit de l'action du Maroc depuis son retour au sein de sa famille institutionnelle africaine. Abina Ben Khalaq, Zakaria Aïtal. Ce siècle doit être celui de l'Afrique. C'est l'un des messages phares de cette lettre de Sa Majesté le roi Mohammed VI aux participants du forum Crans-Montana. Lu par le président de la région Dakhla Ouad Dahab, ce discours a tout d'abord salué la pertinence de la thématique de cette 5e édition, la jeunesse africaine, qui est selon le souverain la clé du développement socio-économique d'un continent où l'âge médian est de 19 ans. Notre jeunesse a besoin d'être portée, formée, responsabilisée et surtout valorisée. Il faut la former pour convertir le potentiel économique d'aujourd'hui en réalité de demain. L'échec dans ce domaine serait un terrible désastre pour le continent et pour d'autres régions aussi. Et pour éviter l'échec, selon le message du souverain, il faudra transformer la réalité du continent, la transformer en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et des infrastructures. Selon Sa Majesté le roi Mohammed VI, le continent a également besoin de s'engager avec audace et détermination dans les chantiers d'avenir, mais également de s'ouvrir au monde, tout en refusant la logique de prédation et d'exploitation de ses richesses. Dans ce message, le souverain rappelle également la position marocaine constante en faveur d'une coopération sud-sud agissante basée sur une solidarité active et fraternelle. Dès 2000, nous avons décidé l'annulation de l'ensemble des dettes des pays les moins avancés du continent envers le Maroc. Des mesures de facilitation des importations en provenance de ces pays ont également été mises en place. Elles se sont traduites par une augmentation des exportations africaines vers le marché marocain. Par cette action, le Royaume a voulu traduire dans les faits sa responsabilité et son devoir d'inscrire la coopération dans une logique gagnant-gagnant. Ce message a trouvé écho auprès de hauts responsables marocains ou issus d'autres pays africains. Ces personnalités ont salué la vision ambitieuse du souverain pour l'émancipation du continent. Seuls les jeunes peuvent le faire, mais il faut aider ces jeunes par un enseignement de qualité, par une formation adéquate qui est en phase avec le monde moderne, avec l'avenir, et en permettant à ces jeunes d'accéder à l'emploi, un emploi adéquat. Donc c'est le sujet principal. Il a été question de coopération sud-sud et des pays engagés dans ce processus. Nous devons trouver des solutions à tous les maux de l'Afrique. C'est pour cette raison également que cet événement est très important. Nous espérons y développer des stratégies pour rétablir et maintenir la paix et encourager les jeunes à innover.
Et pour permettre à l'Afrique d'occuper sa place légitime sur la scène internationale, le souverain a souligné la nécessité de s'adapter aux nouvelles réalités du continent. La transition démographique, la conversion écologique, la mobilité ou encore la révolution numérique sont les principaux ressorts de ces changements. Vous venez de le voir, tout le Gotha politique et économique africain est dans la péninsule de Dakhla ce week-end. D'éminentes personnalités d'autres continents prennent part également à cette 5e édition qui se tient sous le signe de la promotion de la coopération sud-sud. Des ateliers de réflexion autour des thèmes qui intéressent le continent sont au programme. Cette rencontre représente aussi une opportunité pour la jeunesse de mettre le pied dans l'étrier du monde de l'entreprise, comme nous explique Amina Ben Khalak et Zakaria Aït-Salmchit. Des invités prestigieux ont répondu à l'appel de cette 5e édition. Entre l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, le vice-président du Guatemala et la vice-présidente du Libéria, ce sont des décideurs politiques de haut niveau qui ont fait le déplacement jusqu'à Dakhla pour parler de 2 priorités africaines, la coopération sud-sud et l'avenir de la jeunesse. Sans jeunesse, il n'y aura pas d'Afrique, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de consolidation des efforts qui sont faits. Et il faut absolument que lorsque les jeunes vont faire leurs études à gauche, à droite dans le monde, ils aient envie de revenir dans leur pays. Le forum travaille dans un processus à saluer, c'est-à-dire l'intégration, la coopération sud-sud, nord-sud, même au-delà. Autre priorité pour cette 5e édition, il s'agit du leadership féminin et du combat pour la parité, un sujet qui tient à cœur à la première dame de la Guinée-Conakry. Il y a eu des femmes très haut placées en Guinée, à l'Assemblée nationale, comme gouverneur, préfet. Donc voilà. Et mon combat aujourd'hui, c'est que la Guinéenne reprenne ce leadership et soit présente à toutes les instances. Et qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, toutes les compétences montantes du continent sont à l'honneur. En témoigne cette plateforme d'échange entre les jeunes patrons africains initiée par la CGEM et le ministère délégué chargé des affaires africaines. Nous sommes dans une approche de concertation et d'ouverture. Ce n'est pas une habitude entre les patronats africains. On peut le trouver au niveau des régions, mais on ne le trouve pas au niveau continental. Et ce type d'initiative ou de rencontre permet ce dialogue, permet cette ouverture. Le patronat marocain rencontre un certain nombre de chefs d'entreprise et d'hommes d'affaires africains pour échanger justement sur les expériences, mais aussi identifier des opportunités concrètes de business entre le Maroc et le reste des pays. Il y aura aussi des opportunités de business entre des pays d'Afrique entre eux. Et après avoir échangé autour des problèmes qui entravent le développement des projets, des jeunes entrepreneurs, les leaders africains de demain se sont entretenus avec Mohsin Jazouli. Certains d'entre eux sont même convaincus de pouvoir repartir demain soir de Dakhla avec de nouveaux projets en tête. Toujours au sud du Maroc, sachez que l'exercice combiné maroco-américain African Lion 2019 a commencé ce samedi. Il aura lieu plus précisément dans les régions d'Agadir, Tifnit, Tantan, Tata et Ben Grir. L'opération qui implique des milliers de militaires se déroule jusqu'au 17 avril sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Elle consiste notamment en formation aux activités du commandement et des entraînements sur les opérations de lutte antiterroriste et des exercices terrestres, aériens, aéroportés. Mesures dilatoires, poudre aux yeux, entourloupe, c'est ainsi que les Algériens qualifient les décisions prises par Abdelaziz Bouteflika cette semaine. C'est ce qu'on pouvait lire sur les banderoles qu'il brandissait dans les défilés d'hier et d'aujourd'hui. Des manifestations massives organisées dans de nombreuses villes, notamment dans la capitale Alger. Des rassemblements qui seraient beaucoup plus importants que ceux des semaines précédentes. Hind Blampi. Non, c'est non. Pour les Algériens, les initiatives du pouvoir pour calmer la contestation ne sont pas suffisantes et s'apparentent même à un hold-up de la Constitution. Si Abdelaziz Bouteflika a renoncé à se présenter comme candidat à la présidentielle, sa décision de prolonger sine die son 4e mandat ne convainc pas. Et hier, les manifestations étaient plus importantes que jamais. Je participe pour la libération totale et définitive du pays par une mafiocratie, des gens qui ont ruiné le pays,
qui ont détruit l'espoir de l'Algérie, l'espoir de la jeunesse, pour que ce pays retrouve sa véritable souveraineté. Les marches imposantes du 4e vendredi de contestation ont été reportées dans les médias publics et privés du pays. À la une de la presse, des millions de manifestants à Alger et des cortèges tout aussi impressionnants à Oran, Constantine et à Naba. Nous sommes ici pour exprimer les aspirations et les espoirs du peuple. Le peuple veut un État où la loi prévaut et où les libertés sont respectées. Si le peuple veut changer le système, alors ce système doit répondre au peuple. Les manifestations d'hier ont été dans l'ensemble pacifiques. Quelques heurts localisés ont été signalés dans le centre d'Alger et la police a fait état de l'interpellation de 75 personnes. De son côté, le président Abdelaziz Bouteflika, de retour en Algérie depuis le 11 mars, reste toujours invisible. L'auteur du carnage de Christchurch a été inculpé pour meurtre. L'ancien instructeur de fitness australien qui a tué hier 29 musulmans en pleine prière est resté impassible lorsque son inculpation lui a été signifiée. Debout, flanqué par 2 policiers, il a fait de la main droite le signe utilisé à travers le monde par les adeptes de suprémacisme blanc. Il demeurera en détention jusqu'à une prochaine audience fixée au 5 avril. Non loin du tribunal, une quarantaine de personnes sont toujours hospitalisées pour des blessures reçues lors du carnage qui a endeuillé la 2e ville de la Nouvelle-Zélande. Le terroriste présumé de Christchurch avait qualifié Donald Trump de symbole de l'identité blanche renouvelée. De son côté, le président américain, tout en condamnant fermement ce carnage, a relativisé le danger de l'idéologie qui l'a motivé, ce qui a soulevé une vague d'indignation dans le monde entier. Donald Trump défraie aussi la chronique avec la signature du premier veto de son mandat pour financer le mur avec le Mexique. Cette mesure intervient au lendemain de la motion votée par les sénateurs visant à annuler la déclaration d'urgence nationale du président américain qui devait lui permettre de financer son projet. Il était aussi président des États-Unis, c'est celui qui a le plus marqué l'histoire de ce pays en sortant victorieux de la guerre de sécession et en abolissant l'esclavage. Il s'agit bien sûr de Abraham Lincoln. Malgré tous ses faits d'armes, cet homme brillant souffrait d'une profonde mélancolie. Aujourd'hui, la médecine appelle ce mal-être qui est resté méconnu pendant des siècles la dépression. Les sentiments qu'éprouvent les personnes qui en sont atteintes sont morbides et peuvent parfois mener au suicide. Pour les atténuer, il suffit de regarder son album photo, c'est en tout cas ce que montre une étude scientifique. Les joyeux souvenirs peuvent contribuer à dissiper la neurasthénie, ne serait-ce que pour quelques instants. C'est ce que nous expliquent Isa Chakri et Mohamed Jaï. Aïcha est une passionnée de photos, et pas n'importe lesquelles, celles de son enfance. Cette photographe aime à revoir ces images qui lui rappellent la belle époque et lui apportent du baume au cœur dans les moments de mélancolie. J'ai des photos que j'admire beaucoup. À chaque fois que je prends les photos, je me sens que j'avais besoin de revenir les moments. Quand toute la famille est réunie, nous aimons sortir les albums photos et nous remémorer ainsi les bons souvenirs. La photo a souvent un impact sur l'état psychologique de la personne. Cela permet de faire appel à des souvenirs relatifs à différentes étapes de la vie. Selon une récente étude effectuée par des chercheurs de l'université de Cambridge, se souvenir de moments heureux permettrait de diminuer les risques de dépression. Ainsi, faire remonter à la surface des moments de bonheur permettrait de développer la résilience pour affronter le présent. Le déprimé a une vision assez négative de son passé, de son présent et aussi de son futur. À travers ces souvenirs, ça va permettre de réactiver l'émotion positive, d'amener le patient vers le plaisir et aussi de stimuler les pensées positives. Il existe ce qu'on appelle la thérapie à travers la ligne du temps. Prenant l'exemple d'un sujet dépressif de 20 ans, afin de traiter sa dépression, il faut le replonger dans son passé et ce grâce aux photos souvenirs. Sortez donc vos albums photos et racontez-vous votre histoire, une manière efficace de venir à bout du vague à l'âme.
Et voilà de quoi dissiper le vague à l'âme de plusieurs fans du Wydad de sa victoire à Casablanca. Le Wydad qui a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions face au club sud-africain Mamelodi Sundowns. Le seul but du match a été inscrit à la 62e minute par Mohamed Nairi. Nous allons encore nous insinuer maintenant dans les coulisses de 2M pour découvrir un nouveau métier. La rubrique anniversaire de 2M s'intéresse ce soir au service de la documentation. Un service inhérent à la rédaction d'informations car c'est celui qui illustre toutes les informations que vous suivez dans ce journal télévisé. Comme leur nom l'indique, les documentalistes sont spécialisés dans l'exploitation de ressources audiovisuelles. Ce sont eux qui conçoivent, gèrent et exploitent les fonds sonores, les images fixes et d'actualité ou patrimoniales. Mohamed Isra, Hind Barabbi. Nous sommes au cœur d'un service indispensable à toute chaîne de télévision. C'est ici que sont traitées toutes les images diffusées par la chaîne. Le service de documentation qui est un véritable répertoire audiovisuel, autant pour les images tournées par les équipes de 2M qu'en ce qui concerne les images reçues des agences de presse internationales. Le service se compose de 3 cellules, l'une dédiée aux informations internationales, une seconde pour les reportages nationaux et une dernière pour la presse écrite. Pour moi, ce service est le cœur battant de la direction de l'information, notamment pour la préparation des journaux télévisés, tant pour les informations nationales qu'internationales. Mais la durée de vie d'une image ne s'arrête pas au journal télévisé. Toutes les émissions produites et diffusées par la chaîne sont stockées au niveau de la bandothèque. C'est ici que sont conservées toutes les bandes magnétiques qui peuvent être exploitées par les journalistes. On reçoit des demandes pour des cassettes que l'on va chercher dans un grand local d'archivage. On les ramène au niveau de la bandothèque et on enregistre dans le système le nom de la personne qui les a retirées. Les cassettes des émissions sont identifiées grâce à un numéro de série. On les retrouve donc très rapidement et ce grâce aux personnes chargées de l'archivage dans ce service. Des archives qui retracent l'histoire des programmes de 2M grâce à ces différents services, ces 30 ans de mémoire de la chaîne qui sont conservés dans ces locaux, des milliers de cassettes dont les contenus sont aujourd'hui en cours de digitalisation. Et le dernier reportage de cette édition nous emmène à Meknès où le rideau s'est levé hier soir sur le festival de la fiction télévisuelle. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'hommage posthume rendu à Aziz Mahoub. 12 films sont sélectionnés pour la compétition officielle de cette 8e édition coparrainée par 2M. Sarah Jabri et Aladine Lahmi. Le Koweït, invité d'honneur du festival de fiction télévisuelle qu'abrite la cité ismaélienne, une 8e édition à laquelle prend part une importante délégation koweïtienne composée de réalisateurs, de comédiens, de producteurs et de professionnels du cinéma. Cette manifestation culturelle renforce les relations et les échanges entre les pays arabes tout en mettant l'accent sur le rôle important que joue la fiction arabe, plus particulièrement la fiction marocaine. Dans la compétition officielle, 12 téléfilms sont en lice pour décrocher le grand prix du festival. Ils seront départagés par un jury présidé par le réalisateur Hassan Bdjelloun et composé de l'actrice Jalilat Lemsi et le critique de cinéma Hassan Raïs. Nous participons avec un téléfilm intitulé Le Village perdu, déjà diffusé sur 2M, et nous espérons qu'il sera apprécié aussi bien par le public que par les membres du jury. Au programme également de cette 8e édition du festival, une conférence sur la thématique fiction télévisuelle et culture citoyenne. Elle sera animée par des professionnels du cinéma. Au cours de la cérémonie d'ouverture du festival, un hommage a été rendu à l'actrice Rachida Al-Harraq ainsi qu'un hommage posthume à l'une des icônes du cinéma et de la télévision au Maroc, feu Aziz Mahoub.
C'est un long métrage britannique dont les cinéphiles se souviennent très bien, My Left Foot, qui a valu à Daniel Day-Lewis un Oscar en 1989. Il raconte l'histoire de Christy Brown, un artiste irlandais atteint de paralysie spasmodique qui peint ses tableaux avec son pied gauche. Eh bien, je vous propose, pour terminer cette édition, une artiste qui, elle, réussit à dessiner avec ses deux mains simultanément. Elle s'appelle Rayakena Van Damme, elle est néerlandaise, elle a 25 ans. Elle est complètement ambidextre, en plus très talentueuse. Elle était totalement gauchère et n'a commencé à utiliser sa main droite pour dessiner que depuis 6 mois. Et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. La formation des jeunes en Afrique est le moyen le plus efficace pour valoriser le potentiel économique du continent. Voici la substance du message royal destiné aux participants au forum Crans-Montana à Dakhla. Un message en écho au thème de cette 5e édition consacrée à la jeunesse africaine qui s'est ouverte ce matin. Voilà donc pour l'information de ce samedi. Merci de votre attention. Vous pouvez revoir ce journal en replay sur le site de zem.ma. Dans moins d'une demi-heure, le journal d'information en langue arabe avec Bouchra Raif. Passez une excellente soirée à demain.